Un mot assez efficace et récurrent pour disqualifier un adversaire politique, c'est de le traiter de populiste. C'est un mot flou, un peu caméléon, souvent utilisé comme synonyme de démagogie et qui englobe énormément de personnalités ou de mouvements politiques. Ça va de Trump à Mélenchon, de Orban et Le Pen à Chavez ou Morales, ou encore de Milei à Podemos en Espagne. Tous ont déjà été qualifiés de populistes. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais elle permet déjà de se demander ce que ça veut dire, quels sont les critères, est-ce que finalement c'est pas un mot fourre-tout qui dit pas grand-chose, ou est-ce que au contraire il y a réellement un fond et une idéologie dangereuse derrière ce mot. Le peuple est avec moi. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le système viendra nous dire que c'est impossible. Et nous le ferons. But we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Les scélérats, hein. Vous avez vu? Pour un peu, il meurt. Eh oui, monseigneur. C'est le peuple, ça. C'est comme ça, le peuple. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'écrits et de recherches sur le populisme. Certains parlent même de mode, mais c'est avant tout pour essayer de comprendre ce phénomène et ces accusations qui reviennent régulièrement dans le débat public. Pour autant, il n'y a toujours pas de définition qui fasse consensus, et c'est un terme qui continue d'être constamment discuté. Les seuls points sur lesquels presque tous les chercheurs en sciences sociales s'accordent, c'est que résumer le populisme à une insulte synonyme de mensonge, d'autoritarisme, de nationalisme, du culte du chef, etc. et qui discrédite d'entrée la personne qui serait cataloguée comme ça, c'est avant tout inexact, trop facile et surtout brouillon. Le plus intéressant et stimulant intellectuellement pour essayer de comprendre le populisme, c'est de partir des travaux de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau, deux philosophes politiques qui ont travaillé sur ce sujet depuis les années 80 et qui sont des références dans ce domaine. Ce qu'ils proposent, c'est de comprendre le populisme comme une manière de construire le politique. En gros, c'est pas une idéologie, ni un régime, et encore moins un programme. Il n'y a pas de manifeste du populisme par exemple. Donc c'est une manière de construire la frontière politique entre un eux et un nous. Ce besoin de reconstruire une frontière, il apparaît quand il y a une crise démocratique. Si on prend le cas de la France par exemple, le symptôme c'est qu'il n'y a plus de différence significative entre les partis historiques de la gauche et de la droite. Il y a comme un sentiment de plus avoir le choix. Au fond, PS ou UMP, pour parler depuis le début des années 2000, c'est pratiquement la même chose, c'est les mêmes politiques, et Macron en est l'incarnation suprême. Donc les populistes, c'est ceux qui viennent redéfinir le clivage politique, mais plus d'un point de vue gauche-droite, mais plutôt nous versus eux. Après avoir dit ça, le nerf de la guerre, c'est de savoir qui est le nous et qui est l'adversaire. D'un point de vue du discours, le nous, c'est toujours le peuple. Et c'est là que commence la distinction entre deux grands axes, le populisme de droite et le populisme de gauche. Le populisme de droite, c'est celui qui est aujourd'hui incarné par Donald Trump, Viktor Orban, Meloni, etc. Et en France par Marine Le Pen. Ici, le peuple est compris comme donné, c'est un héritage, c'est-à-dire qu'il est avant tout, disons, ethno-culturel. Dans cette rhétorique, le « eux », donc l'adversaire, c'est plusieurs groupes. D'un côté l'establishment et les élites politiques, mais aussi les exclus du peuple dans sa définition ethnoculturelle. En gros les immigrés, les minorités sexuelles, les musulmans, etc. Nous, on est favorable à la priorité nationale. Je pense qu'en France, les aides sociales doivent pas être restreintes, mais réservées aux gens qui ont la nationalité française, sans aucun autre critère, sans aucune autre condition. Mais je pense que la solidarité nationale, pour laquelle reste nationale, elle doit être réservée même s'ils sont aux en nationaux. France. Le populisme de gauche parle du coup également du peuple, mais avec une conception différente. Ici, c'est plutôt une unité en construction. Donc dans sa rhétorique, il défend les gens d'en bas contre les gens d'en haut, les 99% contre les 1%, la masse contre l'oligarchie, et j'en passe. Ça, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans les discours de Mélenchon, de Podemos en Espagne, ou encore de certains leaders latino-américains, avec des personnalités comme Chavez, Morales, Correa, ou actuellement Petro en Colombie. Vous savez de qui je parle quand je parle par exemple de la taxe sur les patrimoines ? De 147 personnes. Donc en tapant moins d'1%, on soulage le 99%. Donc si je résume brièvement, il y a un point commun entre tous les leaders et mouvements politiques que j'ai cités en introduction, c'est qu'ils utilisent une stratégie qui consiste à diviser la politique entre un nous, le peuple, et eux, l'adversaire. Et c'est un phénomène qui émerge et fonctionne quand il y a une crise démocratique. C'est-à-dire qu'une partie importante de la population est exclue des décisions et que le système politique ne répond plus aux demandes sociales. Ça, c'est la base. Maintenant, il y a plusieurs axes qui peuvent être questionnés ou développés.
Premièrement, le populisme réintroduit de la conflictualité. Il rétablit une frontière et casse ce que Chantal Mouffe appelle l'illusion du consensus. Pour faire simple, c'est l'idée selon laquelle le but de la politique ce serait d'arriver constamment au consensus et qu'elle pourrait se régler entre experts ou de manière administrative sans conflit. Et là on en revient à l'exemple de Macron qui en prétendant dépasser le clivage gauche-droite ne crée pas une nouvelle frontière mais se présente comme le juste équilibre et celui qui saura prendre le meilleur de chacun. Comme si les luttes politiques étaient obsolètes et derrière nous. Parce que je suis aujourd'hui en train de construire une offre politique qui dépasse ce clivage. Je me retrouve beaucoup plus dans le progressiste. Et donc je rassemble des gens de gauche, du centre et de la droite qui veulent travailler ensemble sur un projet progressiste. Si je peux me permettre, là vous êtes un peu ambigu. Non, parce que je suis progressiste, et regardez, je suis de droite et de gauche dans le mouvement que je porte, voilà. Ok, très Donc, bien. je ne suis pas dans la double exclusion. Et je considère qu'il y a des bonnes idées à droite qui sont justes et efficaces, et il y a des bonnes idées à gauche qui sont justes et efficaces. Ensuite, il y a la question de l'incarnation. Dans la théorie, c'est pas obligatoire d'avoir un leader. Il y a la possibilité qu'un mouvement populiste puisse être dirigé par une structure démocratique. Mais dans la réalité et la pratique, faut être honnête, c'est presque toujours un leader charismatique qui incarne et fédère ces mouvements. Ça s'explique par une question de facilité et d'efficacité. C'est évidemment plus simple pour rassembler autour d'un dénominateur commun que ce soit une personne qui centralise et tranche les orientations à prendre plutôt qu'une assemblée ou n'importe quelle autre forme d'organisation décentralisée. Mais c'est aussi ce qui fait la principale fragilité des mouvements populistes. La dépendance au leader pose problème pour la succession et la continuité au long terme. Sans parler qu'une fois au pouvoir, il y a le risque d'une dérive autoritaire ou dictatoriale. Ce qui d'ailleurs est plus un problème pour la gauche qui globalement propose des systèmes qui sont horizontaux, donc le culte du chef et la verticalité du pouvoir, ça devient vite une contradiction. Alors qu'à droite, les questions d'ordre, de hiérarchie et le fait d'avoir un homme fort à la tête de l'État, c'est plutôt des principes qui sont assumés et cohérents. L'un des pare-feux que certains mettent en avant pour prévenir le risque d'une trop grande concentration du pouvoir dans les mains d'un leader charismatique, c'est entre autres d'avoir en amont un programme ample et développé, ce qui limiterait les décisions arbitraires. Parce que là, ils l'ont un peu fait, quand même, la France Insoumise, il faut leur reconnaître ça. C'est qu'ils ont des livrets, ils ont un programme qui est, bon, qui a ses limites, il y a l'avenir en commun, et puis il y a des livrets thématiques, hein, donc il y a quand même un petit corpus. On n'est pas à zéro, et je préfère ce corpus-là qu'un homme providentiel. Hein. Parce que ça, c'est probablement... L'un n'empêche pas l'autre, mais si on peut choisir le corpus plutôt que l'homme providentiel, c'est mieux. Un autre point qui pose question, c'est l'utilisation des affects. Dans cette frontière eux, nous et l'identification à un peuple, il y a nécessairement la mobilisation des émotions, des passions, etc. Ça fait partie de la stratégie populiste de produire du désir et de l'envie pour fédérer au-delà des idées pures. Et non pas que ça efface l'exigence des idées et de la rationalité, mais ça interroge évidemment sur les limites et quelles émotions on touche. Je ne dis pas du tout qu'il faut abandonner la raison et mettre les affects à la place. Je ne fais pas une apologie des affects au détriment de la raison. Ce que je dis, c'est qu'il y a toujours... je ne suis pas la première à dire ça, bien entendu. Au fond, déjà, par exemple, Spinoza montrait que pour que les idées aient une force, il faut que ces idées rencontrent des affects. Donc, je crois que justement, il ne faut pas séparer ce qui est la partie plutôt argument de la partie affective. Je crois que le problème de la gauche, c'est que justement, ils pensent que des purs arguments, mais les arguments, les idées, si elles ne résonnent pas avec les gens, avec la façon dont ils vivent leurs problèmes, elles ne vont pas avoir de véritables conséquences. Donc je crois qu'il faut vraiment reconnaître que dans la création des identités politiques, il est nécessaire de mobiliser les affects. Et alors là, moi, l'argument que je donne, c'est que ces affects, ils peuvent être mobilisés dans des directions tout à fait différentes. Moi, je ne pense pas uniquement que les affects, ça va être utilisé, disons, par le populisme de droite. Bien entendu, le populisme de droite mobilise les affects, mais le populisme de gauche devrait justement diriger ses affects vers des objectifs démocratiques, comme par exemple la justice sociale, comme l'égalité. Et je crois que c'est ça la différence fondamentale dans la façon dont on peut agir sur les affects. Une attaque souvent déployée contre le populisme, c'est qu'il serait un danger pour la démocratie. Mais il y a pour moi une grande confusion sur ce point. Le populisme n'est pas la cause ou celui qui provoque la crise démocratique. C'est au contraire le symptôme. Et si, comme on l'a dit, en termes d'idéologie et de gouvernance, le populisme est neutre, lorsque cette stratégie est gagnante, il y a deux grandes voies qui s'ouvrent. La première, c'est celle qui fait peur, c'est-à-dire l'autoritarisme. Ici, la démocratie est jugée comme inefficace et corrompue, l'opposition est considérée comme une traître au peuple et illégitime, donc on bascule tout bien et simplement dans une dictature.
L'autre chemin possible, c'est celui d'une radicalisation de la démocratie, c'est-à-dire de venir répondre à la crise démocratique par des réformes qui cherchent à redonner la voix au peuple. Évidemment, il n'y a pas un mode d'emploi parfait et prédéfini. Il existe énormément de possibilités. Par exemple, changer de constitution, l'appel au référendum, élire des assemblées au tirage au sort, etc. On peut imaginer plein de choses. La particularité de ce chemin, c'est que le populisme devient à ce moment-là une étape de transition. Et lorsque la démocratie est rétablie, la stratégie peuple versus élite perd de son essence. Et on peut ajouter à tout ça qu'une grande critique des détracteurs du populisme, c'est que finalement ce clivage eux-nous n'est pas le bon. C'est notamment la position d'Éric Fassin, qui dans son livre Populisme, le grand ressentiment, partage beaucoup de constats et d'analyses de Chantal Mouffe, mais défend l'idée qu'il faut revenir au clivage historique gauche-droite. Il me semble donc qu'il y a un piège dans lequel tombe la revendication d'un populisme de gauche, qui revient à considérer que le populisme est premier alors que gauche est second. Pour moi, il faudrait dire l'inverse. La gauche ou la droite, c'est le clivage premier. Pour finir, un exemple récent et intéressant à étudier, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'à première vue, ils remplissent beaucoup de critères. Une évidente crise démocratique, d'ailleurs leur principale revendication en est l'exemple parfait, c'était le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et il y avait cette idée du peuple contre les élites, donc cette frontière eux versus nous. C'est aussi un mouvement qui a toujours refusé de se classer à gauche ou à droite et qui rejetait toute la classe politique traditionnelle. Macron en tête. Macron, décapitation! Macron! Explosion! Mais il y a un point qui a manqué pour le classer comme un idéal type de mouvement populiste, c'est qu'ils se sont toujours opposés à l'idée de se structurer politiquement, que ce soit en se rattachant à un parti déjà existant ou en faisant émerger une personnalité, un parti ou une organisation propre. Et sans cette dernière étape, on peut au maximum classer les Gilets jaunes comme un symptôme d'un moment populiste, mais pas pleinement comme un mouvement populiste. Bon, je prétends pas être capable de donner une définition précise du populisme, mais on peut quand même essayer de le comprendre. C'est important quand on écoute ce mot à la télé, sur les réseaux ou dans les médias, de savoir ce qui relève d'une insulte sans fond, floue et inintéressante, ou d'une analyse sérieuse sur les discours, la rhétorique et les stratégies politiques. Si n'importe quelle idéologie peut se greffer au populisme, il faut rester vigilant et se méfier de ce qu'il y a derrière, et s'assurer qu'ils ne servent pas à euphémiser, brouiller ou cacher des concepts bien plus concrets sur le fond, comme le fascisme, l'extrême droite, l'autoritarisme, etc. Donc le populisme, c'est pas une question morale ou de jugement de valeur. Faut le comprendre comme un moyen, une stratégie, qui est évidemment critiquable et rien ne dit qu'il faut suivre ce chemin, mais le juger et l'analyser sur l'angle « c'est bien, c'est mal », je crois que c'est brouillon et surtout pas très intéressant.